Le gouvernement camerounais a tenu les 5 et 6 août 2026 à Yaoundé un forum consacré à la rémunération des producteurs de cacao. Le 14 juillet 2026, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria se sont réunis à Abuja, au Nigeria, pour signer la déclaration d'Abuja et lancer la Cocoa Value Addition Alliance. La première édition des Cocoa Days s'est tenue à Yaoundé du 1er au 3 juillet 2026 à l'hôtel Mont-Fébé. Objectif annoncé, repenser le partage de la valeur au sein de la filière, identifier des solutions pour garantir une rémunération plus équitable, limiter l'exportation de fèves brutes pour garder la valeur financière en Afrique. Comment mettre à l'abri le producteur de cacao en lui garantissant un prix plancher? Y a-t-il péril sur la filière cacaoyère? Challenge Eco répond à toutes ces questions pour vous avec l'aide de notre invité, le docteur Narcisse Olinga. Il est point focal café, cacao et coton au ministère du Commerce. Bienvenue, docteur, et merci d'avoir accepté l'invitation de PRC-TV. Merci, M. Adian. C'est moi qui vous remercie. Je remercie PRC-TV pour cette autre invitation. Docteur, le Forum national qui s'est tenu du 5 au 6 août dernier à l'hôtel de ville de Yaoundé visait à réfléchir aux mécanismes garantissant une rémunération plus équitable et durable des producteurs. Quelles recommandations concrètes en sont sorties? Je dois dire que nous en ressortons avec des perspectives plutôt très favorables pour les producteurs de cacao au cours de la campagne 2026-2027 qui s'ouvre. Ces perspectives sont favorables parce que nous avons déjà au niveau national un marché de la transformation locale qui évolue très bien, qui est très dynamique, avec une capacité installée qui est en train d'atteindre 250 000 tonnes. Et nous avons tout à côté le marché nigérien aussi, qui est très dynamique, qui nous tend les bras, avec une capacité installée de près de 200 000 tonnes. Mais nous n'oublions pas le marché à l'exportation. Vous avez donc une juxtaposition de 3 marchés. Cela va bénéficier forcément aux producteurs du fait de la concurrence. Donc, le ministre du Commerce compte sur la transparence des différents acteurs pour pouvoir assurer donc une rémunération objective des producteurs. Et c'était le point central même de ces réflexions-là. Comment nous rassurer que le jeu est véritablement transparent pour que ce qui est engrangé par les autres acteurs en termes de valeur puisse effectivement ruisseler et arriver au niveau des producteurs. Les exportateurs, par exemple, arrivent souvent à valoriser notre cacao sur le marché international, mais sans que les producteurs le sachent. Les transformateurs, si nous prenons le cas de la transformation locale, il y a une valeur ajoutée captée qui est réelle, qui est sûre. Il y a même un ensemble d'exonérations accordées par l'État à ces transformateurs locaux-là. Il est tout à fait juste que le producteur puisse recevoir sa part dans toute cette valeur ajoutée. Et le ministre du Commerce il relevait ce proverbe chinois qui dit « Quand le gros maigrit, le maigre meurt ». Et nous souhaitons donc que le gros continue de grossir, mais que le maigre qui est donc le producteur afin qu'il puisse vivre. Donc, vraiment, ça a été là l'un des points marquants de ce forum. J'aimerais aussi indiquer que les perspectives sont également favorables du fait qu'on enregistre sur le marché international aujourd'hui
un certain équilibre du marché, avec une production qui est un peu modérée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, une demande un peu atone en Occident, mais très dynamique en Asie, ce qui permet en fait de compenser, d'équilibrer le marché. Les prévisions montraient qu'on allait débuter cette campagne avec 148 000 tonnes d'excédent, mais aujourd'hui on nous dit que cet excédent est réduit à 20 000 tonnes, donc le marché est équilibré et ça nous permet d'engager cette campagne avec beaucoup d'assurance. Et une des recommandations fortes était donc de dire qu'il va falloir que les acteurs se retrouvent autour de la table pour évaluer de manière objective, sur la base des éléments, des facteurs aussi objectifs, cette valeur qui est captée, afin qu'on puisse la repartir aussi de manière objective, afin que les producteurs reçoivent ce que nous appelons un prix objectif de la campagne. Alors, vous savez que pour le ministre du Commerce, la rémunération des producteurs est un enjeu essentiel de la campagne 2026-2027 qui va commencer. Alors, quels sont les leviers concrets? Quels leviers concrets est-ce qu'on va changer par rapport aux campagnes précédentes? Est-ce qu'il y aura... Vous avez parlé des acteurs qui vont se retrouver, qui doivent se mettre autour de la table, mais qu'est-ce que le producteur peut déjà avoir comme certitude? Les principaux leviers sont ceux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire cette transformation locale qui va s'accroître, et si le jeu est transparent, et c'est le vœu du ministre, c'est le combat du ministre, il faut que cette valeur ajoutée puisse ruisseler donc jusqu'au niveau du producteur. Nous pensons que c'est vraiment à ce niveau l'enjeu majeur. Nous pensons aujourd'hui que ce marché n'est pas très transparent. Lorsque nous allons à l'international, le ministre du Commerce a porté le combat de la transparence des stocks sur le marché international. Mais il faut aussi qu'au niveau national, nous-mêmes, nous soyons transparents. Mais ça semble ne pas être le cas. C'est pour cela que nous insistons sur ces concertations qui permettront vraiment d'évaluer qui gagne quoi, qui dépense quoi et qu'est-ce qui peut aller aux producteurs. Voilà vraiment le levier sur lequel, et qui est un levier qu'on maîtrise. Parce que dans le cas de la transformation, nous maîtrisons la valeur qui est captée, nous maîtrisons les exonérations qui sont accordées, donc il est normal qu'on puisse aussi maîtriser ce qui est capable d'aller vers le producteur. Alors, le ministre est de bonne foi, les producteurs sont de bonne foi, ça veut dire que le flou reste au milieu là. Oui, mais à l'issue du forum, les acteurs se sont engagés donc à jouer ce jeu de la transparence. Et le ministre du Commerce compte sur ces acteurs-là pour effectivement jouer ce jeu de la transparence. D'accord. Alors, les prévisions pour 2026-2027 évoquent une possible baisse de l'offre. Vous l'avez dit tout à l'heure, en raison des conditions climatiques qui sont défavorables en Afrique de l'Ouest. Mais à notre niveau, au Cameroun, est-ce qu'on peut capitaliser cela? Est-ce que le Cameroun est prêt à transformer cet état de choses-là en opportunité de prix? Non, nous ne pouvons que capitaliser cela. Ça va d'ailleurs de soi, parce que les prix sur le marché international sont fixés à partir d'un certain nombre d'algorithmes, mais les fondamentaux étant l'offre et la demande. Donc à partir du moment où on a une offre modérée, comme j'ai dit, à partir du moment où on a une demande qui ne chute pas, il est sûr que les producteurs camerounais vont capter les prix qui seront meilleurs sur le marché international. Et c'est vraiment la perspective favorable qu'il faut aujourd'hui annoncer à nos producteurs de cacao.
Alors, nous reviendrons sur la rencontre d'Abuja un peu plus loin dans l'émission, mais parlons des Cocoa Days. La première édition des Cocoa Days, c'était en début du mois de juillet, ici à Yaoundé, avec l'appui de certains partenaires, dont l'Union européenne et l'industrie chocolatière. Alors, est-ce que vous avez vu, vous qui étiez au centre de tout cela, est-ce qu'il y avait quelques concordances quand même avec les conclusions du forum de Yaoundé? Forcément, l'objectif reste le même. Qu'est-ce qui identifier les leviers devant permettre aux producteurs d'être mieux rémunérés? C'est vraiment la même problématique. Et à l'occasion de ce forum-là, nous avons eu la présentation d'un certain nombre d'études réalisées par l'Union européenne, notamment JRC. Cette étude indique que 68% des producteurs de cacao vivent en dessous du revenu décent. C'est-à-dire que leurs revenus ne leur permettent pas d'assurer les besoins fondamentaux en termes d'alimentation, de santé, d'éducation, de logement ou encore d'investissement agricole. Et l'étude finit même par nous indiquer que le revenu décent qu'il faut pour un producteur, pour un ménage de producteurs par mois, est de 277 000 francs CFA par mois. Je pense que vous et moi, M. Adian, si nous ne faisons attention, on risque de tomber en deçà de ce seuil de revenus décents. Et d'autres constats ont également été faits dans la même étude. Les coûts de production sont importants. Et parfois, le prix est fixé sans même tenir compte de ces coûts de production. On a constaté une multiplication des intermédiaires, que nous appelons souvent des coxeurs, mais aussi une faible structuration même des producteurs. Les producteurs eux-mêmes, qui à l'occasion de ces assises-là, comme d'ailleurs lors du forum, ont fait leur mea culpa en reconnaissant que il y a une forme d'émiettement des organisations de producteurs dans les bassins de production. Ici, dans un arrondissement, vous avez 8 coopératives. Il est évident que ces coopératives-là ne peuvent pas avoir le bargaining power nécessaire qui leur permet donc de négocier face aux acheteurs. Donc, aussi, je n'oublie pas la forte volatilité des cours. On a constaté que il est demandé aux producteurs de mener son exploitation agricole comme une véritable entreprise, avec une comptabilité on sait ce qu'on a dépensé, on sait ce qu'on va gagner, mais dans ces conditions-là, c'est pas la chose la plus évidente. Avec cette volatilité, il n'est pas possible d'avoir cette prévisibilité-là qui est nécessaire à toute activité économique. Donc, on a fait tous ces constats et en termes de solutions, qui vont d'ailleurs rejoindre les recommandations aussi du forum, il est question de mettre en place une forme de mécanisme de stabilisation des prix, mais pas public. Parce que nous sommes dans un système libéralisé. Donc, les producteurs et les exportateurs, les acteurs privés peuvent effectivement mettre en place des partenariats qui permettent de garantir quand même aux producteurs, pourquoi pas un prix minimum que vous indiquez tout à l'heure, mais en fait, leur permet d'avoir une certaine visibilité sur leur activité. Donc, ces partenariats sont à encourager entre les acteurs. La mise en place de circuits courts, ça aussi c'est un autre champ de bataille de M. le ministre du Commerce qui a à un certain moment contacté les chocolatiers pour les mettre en relation directe avec
avec les producteurs. Et peut-être pourquoi pas installer les usines de transformation dans les bassins de production. Effectivement, l'objectif étant d'éliminer tous ces intermédiaires, les coxeurs, qui en fait confisquent des marges, telles des sangsues qui viennent vraiment tout sucer et qui confisquent des marges. Donc, ça a été une des recommandations très fortes des Cocoa Days, la transformation locale. Ça, nous disons que quand on analyse la chaîne de valeur, on se rend compte que la valeur ajoutée se trouve vraiment en bout de chaîne, c'est-à-dire au niveau des marques de chocolat, au niveau des distributeurs. C'est eux qui ont tout l'argent de cette affaire. Ça veut dire que si nous choisissons de rester, comme à l'époque post-coloniale d'ailleurs, sur la production simplement de la matière première, sans transformer, sans nous positionner dans les segments les plus valeureux, il est fort possible que les producteurs continuent Donc, il faut aujourd'hui transformer. La première transformation, c'est bien, mais il faut vraiment aller vers la deuxième produit fini où, effectivement, on peut avoir plus de valeur ajoutée et où on peut avoir de quoi rémunérer de manière optimale les producteurs. Alors, docteur, surtout que nous avons discuté avec quelques transformateurs de la fève de cacao et qui nous disent que eux, ils peuvent toujours offrir un prix bien meilleur que celui qui est à l'international et qu'ils rentreront dans leurs frais. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'engouffre pas dans cette brèche-là définitivement? Non, c'est la brèche que M. le ministre du Commerce a effectivement ouverte en parlant de ce prix objectif. L'évaluation des charges, des gains que j'ai évoqués d'entrée de jeu vise effectivement à aboutir à cela. Il n'est pas normal que des segments captent la valeur et la confisquent. Donc, or, nous pensons, il est établi qu'à travers la transformation locale, effectivement, on gagne mieux et on peut mieux rémunérer. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est que parfois, les exportateurs arrivent à payer un prix beaucoup plus intéressant que les transformateurs locaux. Et ça, nous disons que ce n'est pas normal. Surtout quand on sait que l'État consent quand même beaucoup de sacrifices en termes de subventions, en termes de renoncement à un certain nombre de taxes pour que ces unités locales de transformation puissent s'installer. Nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait un retour d'ascenseur. Alors le message est clair, docteur, depuis l'indépendance, depuis que la filière cacao est effective au Cameroun, le gouvernement a toujours été auprès des producteurs de cacao et cela ne va pas s'arrêter contre vents et marées. C'est le message que le ministre du Commerce envoie aux producteurs à l'occasion de cette campagne. Les producteurs, ils ne sont pas seuls. Ils ne peuvent pas rester en état de déréliction, d'abandon, au regard même, et ce n'est que justice, de leur rapport dans l'économie nationale aujourd'hui. Vous savez que le cacao est le premier produit d'exportation après le pétrole. Et que c'est ce cacao qui nous fait avoir des devises, qui nous permettent d'exporter, des devises qui nous permettent même de rembourser la dette. Ça veut dire que les exportations du cacao ont même permis, et ça c'est nos collègues du ministère des Finances qui nous le faisaient savoir, ont permis d'améliorer la capacité d'endettement du Cameroun. Donc, si quelqu'un contribue autant, nous pensons ce n'est que justice que de pouvoir l'accompagner, de pouvoir être à son chevet. Alors, docteur, si il y a eu toutes ces offensives, c'est parce que les dernières années n'ont pas été, on va dire, glorieuses après l'euphorie qu'on a connue le Cameroun. Par exemple,
lors de la campagne 2025-2026 qui s'est achevée, a commercialisé 247 914 tonnes de cacao. Et c'est donc une baisse de 61 603 tonnes par rapport à la campagne d'avant. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce recul-là? Est-ce que c'est simplement le prix ou bien il y a autre chose? Non, en réalité, je pense qu'il y a au moins 3 phénomènes qui peuvent expliquer ce recul. D'abord, un phénomène purement agronomique. Et nous l'avons déjà constaté dans la filière, chaque fois qu'on atteint des pics de production, la campagne qui suit, ça va baisser. Et je pense que c'est normal pour un être humain quand on a trop donné. Après, il faut quand même se reposer un peu avant de repartir. Donc, il y a ce phénomène agronomique. Il y a eu un autre phénomène qui est effectivement lié au prix, c'est une forme de rétention des stocks par les producteurs. Les producteurs se sont lancés dans une forme de petite spéculation. Ils attendaient quand même que les prix puissent continuer de monter comme lors de la précédente campagne. Ils ont donc gardé un peu, mais les prix ont plutôt piqué, ont continué de piquer. Et puisque les prix piquaient, on a gardé le cacao. Donc, ce que vous allez constater, c'est qu'il y aura comme un report de ces stocks-là lors de la prochaine campagne. Donc, le cacao est là, mais il était vraiment dans les cases en attendant les prix. Maintenant, on a un autre phénomène qui va effectivement falloir agresser avec toute la rigueur nécessaire, c'est les exportations frauduleuses vers le Nigeria. Le gouvernement a mis en place, a formalisé en fait ces exportations-là à travers la mise en place des routes légales, un dispositif permettant d'exporter de manière légale vers ce marché-là. Mais quand on regarde les chiffres, on pense quand même que beaucoup de produits continuent de sortir de manière illégale. Vous savez, le Sud-Ouest a toujours été le premier bassin de production. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on est à 50 000 tonnes de production contre 110 000 tonnes pour le centre. Nous pensons que ce n'est pas ça la production réelle du Sud-Ouest. Oui, et quand on regarde les chiffres captés par le dispositif légal, nous sommes à près de 1500 tonnes seulement exportées vers le Nigeria. Nous pensons que tous ces chiffres-là méritent d'être améliorés. En tout cas, il faut que l'État puisse capter tout ce cacao qui sort vers le Nigeria. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de crise conjoncturelle ou structurelle? Nous ne pensons pas qu'il y ait une crise conjoncturelle ou structurelle. Nous sommes dans l'ordre normal des choses. Alors la campagne a été marquée, on l'a évoqué sans donner le chiffre, la campagne a été marquée par l'effondrement des prix jusqu'à 700 francs CFA le kilogramme. C'est vrai que ça rappelle quelques tristes souvenirs où on était même entre 200 et 300 francs, mais bon, on n'est pas arrivé là. Alors comment est-ce qu'un tel effondrement a-t-il pu se produire après la saison où la saison s'annonçait quand même favorable parce que il y avait un passé très récent où c'était une véritable euphorie. Comment ça a pu piquer comme ça d'un coup? Bon, il y a effectivement eu une euphorie, mais je pense que le ministre du Commerce avait également sonné la sonnette d'alarme en disant que lorsque la bulle explose, lorsque la bulle grandit autant, elle finit par exploser. C'est ce qui est arrivé. Pour faire face à ces prix quand même très élevés du cacao, les industriels ont dû mettre en place des stratégies qui ont conduit à une certaine baisse, de la demande. Il
forte baisse de la demande. Déjà, ils ont fait un recours aux matières grasses alternatives au beurre de cacao. C'est-à-dire, au lieu de mettre du beurre de cacao dans les produits, on a commencé à mettre de l'huile de palme, du tournesol, des produits comme ça. D'autres ont réduit vraiment l'utilisation du cacao dans les recettes. Cacao dans les recettes. On réduit les teneurs en cacao dans les recettes. Et tout cela conduit à une baisse de la demande. Et aussi, puisque les prix du chocolat avaient quand même aussi augmenté, et cela avait conduit aussi à une baisse de la consommation au niveau des grands pays consommateurs. C'est vraiment tout cela, tous ces facteurs-là, conjugués à une légère amélioration de la production au niveau en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. C'est ces facteurs-là conjugués qui nous ont conduits à cette chute brutale des coûts. Et je dois dire qu'une telle chute, cela a été un peu catastrophique pour les producteurs de cacao qui s'attendaient à poursuivre. Moi, dans mon village, j'ai vu des gens mettre une charpente, attendant la prochaine campagne pour mettre une tôle de plus grande qualité. Mais c'est la même image dans tous les bassins de production. Vous allez du côté de Ngoro, de Ntui, vous allez trouver ces grandes bâtisses-là qui sont pratiquement des squelettes parce que on croyait en l'avenir. Dans cette filière-là, on croyait à ces prix-là et on s'est lancé dans des investissements qu'on voulait faire sur 2-3 ans et puis ça s'est effondré. D'où l'importance de cette forme de stabilisation interne avec les différents partenaires pour vous permettre d'avoir quand même un certain horizon qui vous permette de planifier quelque chose. Parce que ces squelettes aujourd'hui, si les prix ne se maintiennent pas, c'est des investissements en réalité des éléphants blancs qui donc, voilà un peu la cause, cette baisse de la demande. Et nous pensons qu'elle est loin de nous, surtout que je vous ai indiqué le dynamisme du marché asiatique, qui est un marché pas très loin du marché qui est en train de devenir un peu comme le marché européen. Occidental. Parce que vous avez... par exemple, en Chine, sur les 1,4 milliard d'habitants, vous avez une classe moyenne de près de 400 millions qui a les mêmes habitudes alimentaires, qui consomme du chocolat. Donc nous pensons que l'avenir est plutôt vers ces pays-là. Et ça me fait penser au professeur Hubert Mononjana qui parlait du torticolis culturel, c'est-à-dire que nous avions l'Asie en face de nous, mais nous passions le temps à regarder l'Occident plus haut, au point où on a attrapé le torticolis. Bon, vraiment, l'Asie, l'immensité asiatique est là, fonçons. Je pense que c'est l'avenir. Alors, c'est peut-être pour ça que moi, j'y tiens à mon prix plancher. J'y tiens, et le ministre en avait d'ailleurs parlé en Bancomo. Vous vous en souvenez sans doute. Lui, il avait parlé de 3200 comme le plancher et peut-être un plafond qui va vers 5400. Alors, est-ce que ce prix-là, est-ce que dans l'espoir que vous êtes en train de donner aux producteurs, on peut y arriver? Est-ce que c'est pas de l'utopie? Est-ce que ça peut être réaliste? Non, je pense qu'il faut d'abord corriger très rapidement. Le ministre du Commerce ne pouvait pas fixer un prix plancher, puisque d'après la loi, le cacao et le café sont achetés
à un prix négocié d'accord parti entre producteurs et acheteurs sur la base d'un prix de référence publié par le système d'information. Donc le ministre ne fixe pas le prix. Ça, mais le ministre incite les acteurs à tirer le prix vers le haut. Le ministre donne la bonne information sur le marché. Parce que quand le ministre a une information qui est capable de tirer le prix vers le haut, le ministre la donne. Et ça, vraiment, chaque fois qu'il l'a fait, les exportateurs, les autres acteurs ne sont pas toujours très fiers. Ils disent que non, il est en train de gâter le marché. Or, en fait, il ne fait que donner l'information juste parce qu'il y a un qui vient, certains viennent lui dire, bon, voilà ce que nous, on est à même de pratiquer. Il communique. Donc, le ministre fait une lecture du marché et donne la bonne information qui permet aux producteurs de mieux négocier les prix face aux producteurs. Donc, c'est pas forcément c'est pas une utopie. Si les fondamentaux du marché tels que nous les avons indiqués se maintiennent, nous pensons que les prix au cours de la campagne, par exemple la campagne qui va arriver, on ne sera plus à aller chercher les 700 que vous avez évoqués, puisque les fondamentaux du marché nous garantissent un certain niveau de prix. Alors, est-ce que l'information n'est pas aussi un levier à véritablement mettre au centre? Parce que les producteurs ne sont pas toujours parmi les mieux informés, même sur les filières, sur les coûts, sur les prix qui ont cours. Effectivement, l'information est au cœur. Dans un système libéralisé, il faut avoir l'information, il faut de la transparence. C'est pour ça que nous revenons sur la transparence pour que la formation des prix puisse se faire de manière juste. Parce que si, imaginez-vous qu'un exportateur arrive dans un village, il ne sait pas quel est le prix de Londres, mais il va vous imposer un prix tellement bas pour sécuriser ses marges. Donc, le gouvernement a mis en place un système d'information qui permet vraiment d'informer les producteurs sur les tendances des cours sur les marchés. C'est cette information-là qui constitue la base de négociation. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin. Nous disons qu'il faut aller rechercher dans les charges des uns et des autres, dans les marges des uns et des autres, pour voir ce qui peut être rétrocédé aux producteurs. Et c'est ça vraiment l'innovation de cette campagne. Et le ministre du Commerce compte sur les acteurs pour pouvoir y arriver. Voilà, pour être transparent, pour qu'il n'y ait pas de marges scandaleuses face aux producteurs qui pourraient tirer le diable par la queue. C'est exactement cela. D'accord. Alors, on va parler de transformation locale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On va parler un peu plus en profondeur. La capacité de transformation installée au Cameroun, selon les chiffres que nous avons, atteint désormais environ 250 000 tonnes. Ça veut dire que c'est 70 à 80% de la production nationale. Alors, en quoi cette montée en puissance peut-elle réellement améliorer le prix aux producteurs? C'est vrai qu'on a parlé des déclarations des producteurs, mais des transformateurs de la fève, autant pour moi, mais ça reste des déclarations. Oui, nous, l'un des principaux leviers sur lesquels nous comptons, effectivement, pour améliorer le prix aux producteurs, c'est cette transformation locale. Il faut que ceux qui transforment localement puissent transférer un tout petit peu. On ne leur demande pas de tout donner, de donner toute la marge aux producteurs. Il faut qu'ils donnent un peu. Et ça, c'est vraiment des challenges aujourd'hui. Et parlant de cette transformation locale, il faut qu'on aille, je l'ai déjà indiqué, vers les produits finis que nous pouvons positionner dans nos marchés
Vous voyez, quand vous allez acheter une tablette de chocolat, on ne vous dit pas que le prix de Londres a fait ceci, New York a fait cela. Tout à fait. Les prix sont fixés. Voilà, par le... Donc, ça nous permet en fait de sortir les griffes de ce marché international qui s'apparente souvent à un outil d'esclavage, parce qu'on ne comprend pas que quel est ce produit-là. Est-ce que, M. Adjan, vous pouvez aller pour acheter un véhicule et puis vous dites que vous donnez tel prix, vous pouvez imposer le prix. Vous ne pouvez pas. Donc, il n'y a que dans ces filières-là qu'on voit ce type de choses. Pour nous en défaire, il faudrait donc pouvoir transformer localement. Et je dois indiquer que nous avons déjà des exemples. Nous avons déjà des exemples de transformation locale en produits finis qui marchent. Vous voyez cette usine Africa Processing en Bankomo. Bankomo, du côté de Dimako aussi. Côté de Dimako, vous avez des produits qui irradient aujourd'hui les États, nos marchés. Moi, j'ai été surpris. J'ai envoyé mon fils me chercher du Nido pour prendre un café, une tasse de café. Il m'a ramené ce produit dans un sous-quartier. Je me suis dit, ça c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et à partir de là, on peut donc s'assurer, vraiment être sûr que le producteur est rémunéré convenablement. Donc, il faut densifier vraiment ce type d'initiative. Il faut même que l'État soutienne ce type d'initiative. Et nous avons aujourd'hui des outils qui ont été mis en place par l'État. Le Fonds de développement des filières cacao et café a été rénové en janvier 2025. Et l'une des missions principales de ce fonds aujourd'hui, c'est véritablement de soutenir cette transformation locale. Nous pensons que la transformation de notre filière tout entière viendra de ce type d'initiative. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé, on a parlé du Nigeria qui absorbe, une partie de la production. Donc, il est le principal débouché, d'ailleurs, de la contrebande pour notre cacao. Vous avez dit que des choses sont en train d'être mises en place, ont même déjà été mises en place pour que tout cela soit officiel. Alors comment est-ce qu'on va sécuriser ce basculement-là pour les producteurs plutôt que les seuls intermédiaires? Je n'ai pas envie de dire que comment se débarrasser des coxeurs, parce que c'est un peu cela la question. Non, je pense qu'on devra finir un jour par nous débarrasser de ces coxeurs-là. Et je pense qu'il y a aujourd'hui les outils qui se mettent en place, la traçabilité des transactions et tout ça permettra effectivement de mettre hors d'état de nuire ces coxeurs. Je pense que s'agissant des exportations frauduleuses vers le Nigeria, il faut que chaque acteur joue son rôle. Les autorités administratives qui sont chargées de l'application des lois, des règlements dans ces bassins de production, ils doivent jouer leur rôle. Les services de la douane qui sont chargés de filtrer les entrées, le contrôle au niveau des frontières, doivent jouer leur rôle puisque le dispositif est déjà là. Il faut capter ces flux. Il faut que l'ONCC se rassure que les cargaisons de cacao empruntent ce que les douaniers appellent les routes légales. Ce n'est que par ces voies-là que le cacao devrait sortir. Mais je pense aussi que, et M. le ministre du Commerce l'a envisagé, il faut coopérer avec le Nigeria, les autorités nigérianes, pour effectivement juguler ce phénomène qui nous fait quand même perdre à l'économie nationale beaucoup de recettes. Si vous prenez 40 000 tonnes de cacao, vous voyez ce que ça peut représenter simplement en termes de redevances à l'exportation, en termes de droits de sortie, en termes
de devises non captées, c'est assez important. Donc, il est important que tous les acteurs qui sont dans cette chaîne-là puissent jouer leur rôle. Alors, docteur, vous l'avez évoqué aussi il y a quelques minutes de cela. Vous nous avez dit que certains fabricants de chocolat occidentaux se tournent vers des matières grasses alternatives au beurre de cacao, ceci dans le but de contenir leur coût. On va utiliser peut-être un langage footballistique, c'est un tacle par derrière. Mais si l'arbitre dit ça joue, comment est-ce que nous, on peut faire pour éviter le tacle par derrière? Non, c'est effectivement un couteau, une fois encore dans le dos des pays producteurs, flanqués par l'industrie. Et nous avons commencé à discuter avec eux pour leur dire que ce n'est pas normal. Nous pensons même qu'il y a là aussi des questions de protection des consommateurs. Parce que quand on prend ces produits, parfois, on ne fait pas très bien la distinction. Ils ne sont pas si bons que ça pour la santé. Et en plus, on ne fait pas très bien la distinction. Le consommateur ne fait pas très bien la distinction entre le produit qui a été fait sans cacao ou avec des équivalents ou avec des produits avec. Donc, il y a un peu comme une tromperie aussi pour les producteurs. En tout cas, en ce qui concerne le Cameroun, on devra veiller à ce que tous ces chocolats-là qui sont importés dans nos États et qui vraiment ne répondent pas aux normes éthiques en matière de fabrication du chocolat. Il y a des normes d'ailleurs du Codex Alimentarius qui spécifient les caractéristiques de ce que devrait être un chocolat, quelle teneur en cacao ou en beurre on devrait avoir dans les produits chocolatés. Si nous constatons que nous importons des produits qui ne respectent pas toutes ces normes-là, le gouvernement, les acteurs concernés devront sévir, retirer tous ces produits des États. Donc, nous continuons de négocier, de travailler avec l'Union européenne, notamment sur cette question, les normes. Est-ce qu'un produit qui ne contient plus du cacao mérite de continuer d'être appelé chocolat? Nous pensons que dans certains cas, il y a une forme de tromperie sur la marchandise. Et on devra veiller. D'accord. Alors, ça, c'est sur le plan national, mais il y a une espèce de synergie, on va dire, sous-régionale qui s'organise aussi. C'était le 14 juillet 2026. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria se sont réunis à Abuja pour signer ce qu'on appelait la déclaration d'Abuja et lancer donc la Cocoa Value Addition Alliance. Alors, en quoi ce lancement-là peut-il concrètement renforcer la position du Cameroun et de tous les co-signataires dans les négociations sur le prix du kilogramme de cacao? Je dois indiquer que lorsque cette initiative a été annoncée, ces 2 jours-là même, on a vu le marché commencer à monter. Frémir un tout petit peu. Oui, parce que lorsqu'on se rend compte qu'on risque de ne plus avoir le cacao, 70%, c'est ces pays c'est énorme, oui, que vous avez cités, c'est près de 70% du marché. Si ce cacao-là ne se retrouve plus, du moins en fève, sur le marché international, je pense que ça fera, dans tous les cas, ça permettra d'améliorer les prix sur le marché international. Il est aussi important de relever, puisque nous sommes à la télé, il est important de relever que le Cameroun n'avait pas pris part à cette réunion, mais le Cameroun est solidaire des options qui ont été décidées à l'occasion de cette réunion. Il nous faut transformer nos produits
pour ajouter de la valeur. On ne le dira jamais assez. C'est révolu le temps où la colonie devait fournir des matières premières à la métropole. Je pense que on est bien loin de On est bien loin. Donc, il faut qu'on puisse nous-mêmes vivre effectivement de ces produits-là, que ces produits puissent apporter à notre économie la valeur ajoutée nécessaire qu'ils peuvent apporter. Alors, c'est diversement apprécié, mais le Ghana et la Côte d'Ivoire, dans leur initiative bilatérale, ont essayé de plancher des prix. Maintenant qu'on essaye d'être ensemble, est-ce que à un moment donné, il faudra aller vers cela aussi, ou bien on peut plutôt les amener vers autre chose, plutôt accélérer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la transformation bord-champ, plutôt que chercher à avoir la mainmise sur les prix? Oui, effectivement, la transformation est un des mécanismes qui permettent d'avoir cette mainmise sur les prix. L'initiative Ghana-Côte d'Ivoire a effectivement été fondée sur la nécessité de négocier un différentiel de revenus décent sur le marché international. C'est comme ça qu'ils avaient appelé. C'est-à-dire que chaque fois que les prix étaient en deçà de 2600 $ la tonne, l'acheteur sur le marché international devait verser à ces pays-là 400 $ par tonne, ce qu'ils ont appelé le différentiel de revenus décent. Mais on a aussi très bien constaté que très vite, comme à leur habitude, l'industrie a trouvé un moyen de contourner ce mécanisme, parce que il y avait, avant ce mécanisme-là, un autre mécanisme de différentiel pays, c'est-à-dire qu'on vous donne une prime sur le marché du fait peut-être de la qualité. Alors ce que l'industrie a fait, c'était de supprimer la prime et de payer les 400 $ la tonne. Donc, ce sera difficile, vraiment, sur le marché international, de pouvoir faire face à cette industrie. Et je vous dis, c'est un marché très concentré. Quand vous entendez l'industrie, c'est 4 ou 5 multinationales tout au plus, et qui ont donc tous les moyens. Et parfois, nous avons remarqué que même leurs États de nationalité n'arrivent même pas à les maîtriser, parce que chaque fois que nous négocions avec les États, l'Union européenne, tous ces États, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire face à ces multinationales. Donc, il sera vraiment difficile pour nous si nous n'adoptons pas des mécanismes beaucoup plus endogènes pour faire face à ces multinationales. Ce sera difficile. À chaque fois qu'on essaie de trouver un mécanisme, ils trouvent aussi des moyens de contournement pour garder ce qui est en leur faveur. C'est exact. Alors, docteur, certains experts disent que la transformation bord-champ, c'est véritablement l'avenir de la filière cacao au Cameroun, en ce sens que cette transformation bord-champ-là pourrait ne pas concerner uniquement la fève, mais aussi les cabosses qui peuvent être transformés en aliments pour le poisson d'élevage, et le vin aussi avec le jus de cacao. J'imagine que vous y avez déjà réfléchi et profondément. Effectivement, quand nous parlions tout à l'heure du soutien de l'État en faveur de la transformation locale, ce soutien-là devrait effectivement permettre d'aller vers les produits finis, mais véritablement de valoriser tous ces autres sous-produits-là autour de la fève.
Il faut le faire, vous avez indiqué qu'il y a un ensemble de valorisations possibles. C'est ce qu'il faut faire maintenant, parce que la fève elle-même, elle représente peut-être 50% et nous arrivons à jeter comme cela près de 50% de la valeur. Donc, il est question véritablement de capter tout cela. Et si vous êtes arrivé de venir à Festi Cacao ou Festi Coffee, qui est une manifestation professionnelle organisée, une manifestation promotionnelle organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café sous le patronage du ministère du Commerce, vous verrez vraiment la panoplie de produits transformés à base de cacao, ce qui montre effectivement que c'est finalement une très grande richesse, ce cacao. Alors, nous courons vers la fin de cette émission. Docteur, au-delà du prix du kilogramme, alors est-ce qu'il y a quelques autres conditions, je ne sais pas moi, l'accès au crédit, on a parlé d'informations tout à l'heure très important, mais l'accès au crédit, les intrants, les infrastructures rurales, la formation même qui peuvent être nécessaires pour que les producteurs camerounais vivent réellement de leur activité. Oui, je pense effectivement que le seul prix du cacao ne doit pas être notre unique combat dans cette filière-là. Il y a la diversification qui est nécessaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre exploitation, vous ne devez pas simplement attendre la production, la vente du cacao. Sinon, entre-temps, vous risquez d'être en difficulté. Donc, il faut diversifier les productions. Et je vous ai évoqué l'étude de JRC sur les 68% de producteurs qui vivent en dessous du revenu décent. En fait, c'est des producteurs qui n'ont pas diversifié leur activité, c'est-à-dire qui n'attendent que les revenus du cacao. Issu d'une saison cacao hier. Or, nous avons le petit élevage qu'on peut faire, on a les produits vivriers, on a toutes sortes de produits qu'on peut effectivement valoriser. Nous avons la nécessité d'accéder au secteur bancaire. Et là, ça rejoint la question de la structuration même des producteurs. Parce que les banques, vous savez, c'est en fonction du risque. Tout à fait. Ils ne mettent pas leur argent dans une affaire où ce n'est pas très clair. Non, non. Donc, il faut vraiment se structurer, pouvoir donner un certain nombre de garanties pour que les banques puissent accepter de financer la filière. Donc, il y a des travaux qui sont menés dessus. Nous pensons même que les assurances peuvent aller jusqu'à proposer des produits qui vont dans le sens de la gestion du risque pris sur le marché international. C'est-à-dire que lorsque les prix ont baissé sur le marché international, vous pouvez recevoir une prime d'assurance qui vous permet. Donc, c'est des outils effectivement qu'il faut explorer. Nous avons la question des infrastructures de base, les routes. Il faut améliorer les routes. On nous fait savoir que dans certains bassins de production, dans le Grand Bam, vous allez à Mvundu, vous allez à Biakoa, il est impossible de sortir du cacao là-bas à une certaine période. Ça veut dire que dans ces bassins-là, nous avons comme une forme de coxage légalisé parce qu'il n'y a que les motos qui peuvent entrer. Ça veut dire que par le fait des choses, on est obligé d'accepter des pratiques qui sont en fait proscrites par la loi, tout simplement parce qu'il manque les infrastructures. Donc, c'est aussi un cri que les producteurs ont lancé à l'endroit
des autorités concernées pour voir comment on peut quand même désenclaver ces bassins. Et nous pensons que cela n'est que normal, parce que nous ne pouvons pas dire qu'un bassin de production fait plus de 100 tonnes de cacao, que c'est le premier produit à l'exportation, mais qu'on soit quand même incapable d'évacuer. Ça ne semble pas très logique. La question de la formation, il faut que les producteurs, à un certain moment, ils se sentent un tout petit peu abandonnés. Ils ne voient plus. Moi qui ai grandi dans un bassin de production, nous voyons à un certain moment ces agents de la Sodecao qui rentraient pulvériser les champs et tout ça. Bon. Et puis ces champs écoles, la vulgarisation, les bonnes pratiques agricoles, on a comme l'impression que les producteurs revendiquent quand même tout cela. Et nous disons qu'il n'y a pas que le prix, il y a aussi les externalités du prix, tout ce qui tourne autour, les primes de certification. On a aujourd'hui, nous devons négocier des primes pour protection de l'environnement. Vous voyez nos producteurs qui gardent, qui conservent des arbres dans leur plantation, des arbres qui captent le carbone, il y a des fonds verts et tout. Nous pensons que ces producteurs doivent être rémunérés du fait de ces services environnementaux qu'ils rendent. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que ça viendrait effectivement améliorer les revenus des producteurs. Donc, nous disons qu'il n'y a pas que le prix. Il y a tout un environnement là sur lequel il faut travailler pour s'assurer que le producteur vit quand même dans des bonnes conditions. D'accord. Alors, la filière cacao a certes connu quelques soubresauts, mais le gouvernement camerounais se tient auprès des producteurs et toutes les mesures sont mises en œuvre et sont en train d'être mises en œuvre aussi pour que non seulement le producteur vive de sa production, mais qu'il vive encore mieux. Je pense que j'ai bien résumé notre entretien, docteur, et je vous laisse le mot de la fin. Non, c'est exactement cela. Pour le mot de la fin, nous voulons simplement rassurer les producteurs de cacao que le ministère du Commerce, au cours de la campagne qui arrive, fera tout ce qui est possible pour que les producteurs puissent capter eux aussi la valeur générée par notre cacao, que ce soit du fait de sa meilleure qualité sur le marché international, parce que c'est une qualité reconnue et c'est valorisé souvent, que ce soit une valorisation du fait de la transformation locale. Il faut que tous les acteurs travaillent à cette transparence, à cette objectivité pour que le producteur de cacao ne puisse pas mourir. Et le ministre du Commerce indiquait encore que si nous étions en Europe, où on a la culture du suicide, beaucoup de producteurs se seraient suicidés. Il faut que nous sauvions de manière collective ces producteurs de cacao. Voilà qui est bien dit, docteur Narcisse Olinga. Merci d'avoir accepté l'invitation de PRC-TV. Je rappelle que vous êtes point focal café, cacao et coton au ministère du Commerce. Je vous remercie. Eh bien, voilà, fidèles téléspectateurs de PRC-TV, ainsi s'achève Challenge Eco. Retrouvons-nous très bientôt sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.